À Thanksgiving, alors, c'est pour quand le mariage? J'ai répondu, c'était le mois dernier, vous avez ignoré l'invitation. La table est devenue silencieuse au moment où ma mère a compris que j'avais cessé d'attendre leur approbation. Thanksgiving chez mes parents a toujours été moins un repas de famille qu'une pièce de théâtre dans laquelle on m'avait distribué un rôle contre mon gré depuis 30 ans. Les mêmes invités, les mêmes ragots, la même dinde qui pourrait tout aussi bien servir de plaque de plâtre. Ma mère présidait comme une animatrice de talk-show persuadée que l'humiliation tenait lieu de lien familial. « Tu as l'air fatiguée, Claire » a-t-elle annoncé pendant que j'accrochais mon manteau. « Tu es toujours avec, comment il s'appelle déjà, Marc ?» Elle l'a dit avec la douceur venimeuse de quelqu'un qui attend que les rires enregistrés se déclenchent. 22 membres de la famille remplissaient la salle à manger, tous en orbite autour de ma sœur Émilie comme si elle était le soleil domestique. Nouvelle voiture, nouveau fiancé, nouveau voyage en Italie, tout tournait autour d'elle, accompagné d'applaudissements. J'étais la doublure silencieuse qui ne livrait jamais sa réplique. Personne ne me posait de questions. Personne ne l'avait jamais fait. Ils ne sont même pas venus à mon mariage. Ils ont prétendu que les invitations s'étaient perdues, comme si la poste entière complotait contre l'amour. Alors, quand Tante s'est penchée entre deux bouchées de gratin de haricots verts et a chantonné. Alors, Claire, c'est pour quand le grand jour? J'ai reposé ma fourchette et j'ai souri. Il a déjà eu lieu le mois dernier, ai-je dit doucement. Vous avez tous reçu des invitations. Le silence qui a suivi était assez tranchant pour découper la sauce au canneberge. Mon père a cligné des yeux. Ma mère est restée figée, la fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. De quoi tu parles, a-t-elle exigé. J'ai fouillé dans mon sac. Mes doigts ont effleuré la pile d'enveloppes que je portais sur moi depuis presque un an, des preuves, des reçus, et quelque chose de plus. J'attendais ce moment, et ce repas de fête qui n'aurait jamais dû déraper allait devenir inoubliable. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Même le bourdonnement de la conversation dans la cuisine semblait s'être éteint. J'ai déplié chaque document lentement, délibérément, comme un magicien qui révèle son dernier tour, sauf que ma magie à moi était faite de papier et d'encre. Ceci, ai-je dit en posant la première enveloppe sur la table, ce sont les invitations renvoyées à cette adresse. Ma mère s'est penchée. Son verre de vin tremblait légèrement dans sa main. Courrier recommandé, ai-je poursuivi. Signé par quelqu'un dans cette maison 2 fois. La première signature était bancale mais reconnaissable entre mille, Émilie K. Porter. L'écriture de ma sœur. Le même cas plein de boucles qu'elle avait répété inlassablement au collège parce qu'elle trouvait que ça faisait classe. La seconde était la même, juste plus précipitée, comme si elle n'avait pas prévu que je la verrais un jour. Le visage de maman s'est vidé de toute couleur. Ça ne peut pas être vrai. Oh, c'est très vrai, ai-je dit en faisant défiler les reçus. 15 janvier, puis à nouveau le 3 mars. Les 2 livraisons signées alors que tu étais là, Émilie. Tu te souviens de ces semaines où tu aidais pour les travaux de la maison? L'expression de ma sœur a à peine bougé. Elle s'est contentée de ricaner, en plantant sa fourchette dans un morceau de gratin de patates douces. Tu es en train de dire que j'aurais intercepté ton courrier? Pourquoi est-ce que je me donnerais cette peine? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que tu ne supportes pas l'idée que j'ai un moment qui ne soit pas centré sur toi. Les mots sont tombés comme du verre sur du carrelage. Papa s'est éclairci la gorge, essayant de détendre l'atmosphère, mais maman secouait déjà la tête, dans le déni. Émilie ne ferait jamais ça. Elle a toujours été tellement responsable, ai-je terminé pour elle. Bien sûr. Sauf pour la partie où elle a volé mes invitations de mariage dans la boîte aux lettres. 2 fois. Émilie a lâché un petit rire sec. Oh, allez. Tu es juste vexé parce que personne ne s'est intéressé à ton petit truc à la mairie. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi. Ce genre de calme qui précède la tempête. Ce n'était pas à la mairie, ai-je dit tranquillement. Nous avons loué une salle au bord d'un lac. 80 invités. Groupe live. Dîner. J'ai sorti mon téléphone de mon sac, ouvert la galerie et l'ai posé sur la table. Sur l'écran, j'apparaissais en robe de dentelle, souriant aux côtés de Marc sous des guirlandes de lumière chaude et des feuilles d'automne. Ma mère s'est penchée en avant en murmurant. Mon Dieu! Je t'ai appelé 3 fois, ai-je ajouté. Tu n'as jamais répondu. Silence. L'air s'est épaissi. Le rictus d'Émilie s'est fissuré pour laisser place à quelque chose de plus laid.
Ces photos sont truquées, a-t-elle craché. Tu as probablement tout mis en scène juste pour me faire passer pour la méchante. Non, ai-je dit. Ce sont les tiennes. C'est ta signature. Elle a fixé le papier, réalisant ce que j'avais fait, les reçus, les copies numériques, les photos de livraison horodatées la montrant sur le perron, stylo en main. Des preuves. La voix de papa a enfin brisé le silence. Émilie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Je ne voulais pas. A-t-elle commencé, mais le regard de maman a tranché net ses mots. Tu ne voulais pas quoi? Signer au nom de ta sœur? Tu ne voulais pas jeter ces invitations de mariage? Tu ne voulais pas humilier cette famille? Émilie a repoussé sa chaise si violemment qu'elle a crissé sur le carrelage. Oh, arrête. Vous agissez tous comme si Claire était une sainte. Elle a déménagé, elle appelle à peine, et soudain c'est la victime. Maman s'était levée à son tour. Ça suffit, a-t-elle crié. Il ne s'agit pas de son déménagement. Il s'agit de tes mensonges. Je suis restée assise, curieusement détachée. Les voir se désagréger avait quelque chose de douloureux et de satisfaisant à la fois. Des années de comparaison, des années à être le second choix, et maintenant l'auréole de l'enfant prodige glissait en direct. La voix d'Émilie vibrait. Tu prends toujours son parti. La réponse de maman est tombée glaciale. Cette fois, il n'y a qu'un seul camp, celui de la vérité. Le regard d'Émilie parcourut la pièce. Toutes ses tantes et ses cousins qui buvaient autrefois ses paroles la fixaient maintenant dans un silence pesant. Elle semblait soudain plus petite qu'elle ne l'avait jamais été. Papa s'est éclairci la gorge une nouvelle fois. Tu dois des excuses à ta sœur. Émilie a éclaté d'un rire amer. Pourquoi? Pour l'avoir protégée d'une autre erreur pathétique? Ce type n'était pas assez bien pour elle, et tout le monde le sait. Ça a fait plus mal que je ne voulais l'admettre, mais je ne l'ai pas laissé paraître. J'ai simplement rassemblé les papiers en une pile nette, comme un avocat qui ferme un dossier. Tu n'as pas le droit de décider de ce qui est assez bien pour moi, ai-je dit calmement. Tu as jeté mes invitations. Tu as effacé l'un des jours les plus heureux de ma vie parce qu'il ne te mettait pas au centre. Sa bouche s'est ouverte pour protester, mais papa a levé la main. Pas un mot de plus. Le silence qui a suivi pesait plus lourd que tous les hurlements possibles. Les fourchettes restaient suspendues en l'air, la saucière demeurait intacte, et même le chien sous la table semblait sentir la tension. Finalement, maman s'est laissée retomber sur sa chaise et a murmuré, presque pour elle-même. Je n'arrive pas à croire que j'ai manqué le mariage de ma fille. Tu ne l'as pas manqué, ai-je dit doucement. On ne t'a simplement jamais laissé la chance d'y être. Et tandis qu'Émilie restait là, sans voix pour une fois, j'ai compris que la vérité n'était pas seulement une revanche, c'était une libération. La pièce n'a pas explosé. Elle s'est simplement figée. La première fissure dans une maison construite sur le silence. Pendant des années, Émilie avait été la preuve vivante que la perfection pouvait porter du gloss et sourire sur commande. Elle n'avait jamais eu à demander pardon, parce qu'elle n'avait jamais tort, du moins pas publiquement. Mais lorsque j'ai fait glisser mon ordinateur portable sur la table et que j'ai ouvert les archives de mai, son armure a enfin craqué. Voici, ai-je dit en faisant défiler lentement, les messages supprimés du compte de maman. Transférés depuis ta vieille sauvegarde iCloud avant que tu ne changes le mot de passe. Un par un, les objets s'affichaient à l'écran. Invitation de mariage de Claire à discuter. Puis un autre. Retour à l'expéditeur avant que maman ne voie. Émilie s'est figée complètement. Sa fourchette est tombée dans son assiette dans un bruit sec qui a résonné dans la salle à manger comme un coup de feu. Au début, je me suis dit que c'était une coïncidence, ai-je poursuivi. Jusqu'à ce que je trouve les accusés de réception. Même signature. Même écriture. Même horodatage que les mails supprimés. Maman avait l'air d'avoir pris 10 ans en 10 secondes. Émilie, dis-moi que ce n'est pas vrai. Le visage d'Émilie s'est tordu, l'orgueil et la panique se livrant bataille dans ses yeux. Sa voix s'est brisée. Je ne supportais pas l'idée que tu me dépasses. La pièce s'est figée. Tu as toujours été la plus futée, a-t-elle continué, des larmes ravageant son mascara. La responsable. Celle dont papa se vantait. Moi, je n'étais que la jolie. La fun. Celle dont tout le monde disait qu'elle se marierait riche ou se brûlerait les ailes en essayant. Les mots coulaient comme l'eau d'un tuyau fissuré. Quand tu as envoyé ces invitations, j'ai eu l'impression que tu venais de me battre sur mon propre terrain.
Maman a commencé à dire, tu vois, Claire se range enfin. Même papa t'a appelé la stable. Je ne le supportais pas. La main de maman a volé à sa bouche. Ses yeux brillaient maintenant sous la lumière du lustre. Papa ne bougeait pas, il fixait droit devant, la mâchoire si serrée qu'on aurait dit qu'elle allait se fendre. Je n'ai pas pleuré. Pas parce que je n'étais pas blessé, mais parce que cette douleur avait déjà durci bien avant ce soir. Tu n'as pas simplement gâché une journée, Émilie, ai-je dit. Tu m'as volé un moment. Le moment où papa était censé me conduire à l'hôtel. Le moment où maman aurait dû me serrer dans ses bras. Tu as décidé que je ne le méritais pas. Les épaules d'Émilie tremblaient, et pendant un instant j'ai revu l'enfant qu'elle avait été, la petite fille qui se cachait derrière moi pendant les orages. Puis elle a murmuré à nouveau, la même phrase creuse, en boucle. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais ça ne sonnait pas comme du remords. Ça sonnait comme de la peur de ce qui vient après, une fois que le masque tombe. Personne ne bougeait. Même le bruit venant de la cuisine s'était tu. C'était comme si la maison entière retenait son souffle. Tante Su, qui avait toujours joué les arbitres des drames familiaux, a fini par parler. Elle a pris l'une des photos sur la table, celle où Marc et moi dansons sous les guirlandes lumineuses au bord du lac, et l'a contemplée longuement. Quand elle a relevé la tête, ses yeux étaient doux mais implacables. « Tu as l'air heureuse, Claire » a-t-elle dit d'une voix posée. « Vraiment heureuse. » Puis son regard s'est tourné vers Émilie. « C'est ça que tu as fait à ta sœur » Émilie a essayé de soutenir son regard, mais n'y est pas parvenue. Elle a pressé une serviette contre son visage et a marmonné quelque chose qu'aucun de nous n'a compris. La voix de papa est venue ensuite, basse et égale, ce ton qui signifiait qu'il tenait à peine le coup. Je me fiche de combien tu étais jalouse. On ne sabote pas la famille. On ne vole pas la joie de quelqu'un parce qu'on a peur qu'il n'en reste pas assez pour soi. Maman a tenté d'attraper sa main, mais il l'a retirée. Ses yeux étaient vitreux, posés sur son aîné comme s'il ne la reconnaissait plus. « Papa, s'il te plaît » a commencé Émilie, mais il s'est levé brusquement, les pieds de sa chaise raclant le sol. « J'ai besoin de prendre l'air » a-t-il dit, avant de quitter la pièce. La porte du jardin s'est ouverte, puis refermée d'un coup. Maman est restée assise, essuyant ses yeux. « Tu aurais pu me dire que tu te sentais comme ça » a-t-elle chuchoté à Émilie. « On aurait pu en parler. » « Mais tu n'as pas parlé, tu as détruit. »« Je pensais que ça passerait » a balbutié Émilie. « Qu'elle croirait que le courrier s'était perdu. »« Je ne pensais pas qu'elle découvrirait la vérité. »« Tu ne pensais pas » a tranché maman. « C'est bien ça, le problème. Tu ne penses jamais au-delà de toi-même. » Sa voix s'est brisée, fissurée par le poids d'une déception sans doute en construction depuis des années. J'ai rassemblé les photos et les ai rangées dans une chemise, le groupe sous le chapiteau, Marc qui me fait tournoyer lors de la première danse, ce cliché de nous, éclatant de rire sous la pluie de confettis, des instants que personne ici n'avait jamais vus avant ce soir. Quand j'ai relevé les yeux, l'expression de Tante Su disait ce que personne n'osait formuler, l'enfant doré venait d'être démasqué. Pour la première fois, je ne me sentais ni petite, ni invisible. Je me sentais simplement, au bout. Émilie était recroquevillée sur son assiette, le mascara coulant, l'image même de quelqu'un qui avait passé sa vie à jouer un rôle et qui, soudain, ne se souvenait plus du texte. Et dans ce silence, la dinde refroidissant, l'air saturé de honte, j'ai compris quelque chose de simple et douloureux, l'aveu n'était pas une victoire. C'était une clôture. Le premier son honnête que cette famille avait produit depuis des années. Je croyais que le pire était passé. L'aveu, les larmes, le silence gêné, ça aurait dû être le point de rupture, le crash avant une paix fragile. Mais la vérité, je le découvrais, ne voyage presque jamais seul. Elle arrive avec des alliés, de petits éclats de révélation qui tranchent plus profondément à mesure qu'on les laisse dans la lumière. Marc était resté silencieux toute la soirée, assis à côté de moi comme une ancre dans la tempête. Mais là, il s'est levé, la voix calme, le regard fixé sur Émilie. « Ta sœur ne vous a pas seulement menti » a-t-il dit d'un ton posé. Elle m'a dit qu'il n'était pas venu au mariage parce qu'il pensait qu'on allait se séparer. La pièce s'est de nouveau figée, comme si l'air lui-même était choqué. Quoi? Maman a cligné des yeux. La mâchoire de Marc s'est contractée. Elle m'a appelé 2 semaines avant la cérémonie. Elle m'a dit que vous, ses parents, aviez entendu dire que je l'avais trompé, que vous désapprouviez le mariage, et que Claire ne voulait pas se ridiculiser. Je trouvais ça bizarre,
mais elle m'a montré des captures d'écran, des messages censés venir de vous. Je me suis tourné vers Émilie. Ses yeux ont glissé vers ses genoux. Elle m'a dit aussi, a poursuivi Marc, que Claire était fragile, qu'elle était en thérapie, et que la famille ne voulait pas provoquer une nouvelle crise. Le bruit s'est remis à monter, voix qui se chevauchent, chaises qui grincent, l'incrédulité tournant à la panique. Comment ça, la thérapie, a demandé l'oncle Mike, déjà penché en avant. Émilie nous a dit que tu avais fait une sorte de crise l'an dernier. Elle disait que Marc t'avait quitté et que tu prenais des médicaments. J'ai senti mon ventre se nouer, non pas de honte, mais devant l'audace absolue de tout ça. Maman a porté sa main à la bouche. Mais, j'ai vu les textos. Ceux où tu disais que tu ne voulais plus de contact. Pas de moi, ai-je répondu. Ma voix était basse, mesurée. Elle a créé un deuxième numéro. J'ai affiché l'écran de mon téléphone, faisant défiler les captures. Des messages provenant d'un numéro à un chiffre près du mien, même ton, même signature. Elle avait même repris d'anciennes expressions que j'avais l'habitude d'utiliser, de petits détails que seule la famille pouvait connaître. Elle faisait semblant d'être moi, ai-je dit. Vous écriviez à Émilie. Le visage de maman s'est vidé, ce vide particulier qui n'apparaît que lorsque tout un PAN de souvenirs est en train de se reconfigurer en direct. Mais tu disais que tu avais besoin de distance. Je n'ai jamais dit ça. De l'autre côté de la table, le mari d'Émilie, Brian, avait blêmi. Attends, a-t-il soufflé. Tu as 2 téléphones? Émilie n'a pas répondu. Elle fixait la nappe, dessinant des lignes invisibles du bout du doigt. Émilie, insista-t-il, la voix tremblante, tu m'as dit que ce deuxième téléphone était pour le boulot. Son silence valait aveu. La voix de Tantsu a suivi, un murmure mais tranchant comme du verre. Tu t'en servais pour jouer sur les 2 tableaux. Elle a regardé autour de la table. Tu nourrissais Claire de mensonges sur nous, et nous de mensonges sur elle. Tu voulais que tout le monde s'entre-déchire pour que tu restes celle qui tient l'histoire entre ses mains. Personne n'a parlé après ça. Même les enfants dans la pièce d'à accent grave côté s'étaient tus, comme si la maison elle-même comprenait qu'on venait de briser quelque chose de sacré. Maman s'est mise à pleurer, pas les larmes superficielles d'avant, mais des sanglots profonds, bruts, qui secouaient ses épaules. Une année, a-t-elle murmuré. Une année entière à croire que ma fille me détestait. Papa est revenu du jardin, juste assez tard pour voir les dégâts. Qu'est-ce qui se passe encore, a-t-il demandé d'une voix prudente. Elle a fabriqué de faux messages, sanglotait maman. Elle s'est fait passer pour Claire. Elle nous a tous montés les uns contre les autres. Le visage de papa s'est durci. C'est vrai, Émilie? Émilie s'est massé les tempes, le mascara est allé en demi-lune sous ses yeux. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Papa a battu sa paume sur la table. Loin? Tu t'es fait passer pour ta sœur, tu as saboté son mariage et tu as dressé ta famille contre elle. Tu nous as détruits. J'essayais de protéger. Protéger quoi, a-t-il rugi. Ton image? Son mari avait l'air malade. Tu m'as dit qu'ils avaient renié Claire parce qu'elle avait volé de l'argent à tes parents. Tu prétendais être la seule à lui parler encore. Tu m'as fait avoir pitié de toi. Ce n'est pas. A-t-elle tenté, mais il l'a coupé net. Ça fait 6 ans qu'on est mariés, Émilie, et je ne sais même pas qui tu es. Il s'est levé, se frottant la nuque comme s'il cherchait quelque chose de solide à tenir. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as menti à tout le monde. Le silence ensuite n'avait rien d'apaisant. Il était radioactif. Tout le monde pensait la même chose, si Émilie pouvait fabriquer de toutes pièces des relations entières, qu'est-ce qu'elle avait encore trafiqué? Tantsu a repris la parole en première. Tous ces mois où tu nous disais que Claire ne répondait plus à tes appels, c'est toi qui l'ignorais. Mon téléphone a vibré doucement, un vieux message vocal non lu de Mars. Quand je l'ai lancé sur haut-parleur, ma propre voix a rempli la pièce. Salut maman, c'est moi. Je voulais juste te dire bonjour. J'ai pas eu de nouvelles de vous depuis un moment. J'ai regardé Émilie. Tu les as supprimés, ceux-là aussi, non? Elle s'est recroquevillée, pleurant enfin pour de bon. Ce n'étaient plus les larmes théâtrales d'une culpabilité qu'on affiche, mais celles, rauques, qu'on verse quand on comprend que le mensonge est devenu trop gros pour tenir à l'intérieur. Personne ne l'a réconfortée. Pour la première fois, Émilie était seule dans une pièce pleine de famille. J'ai rangé les papiers en une pile bien ordonnée, que j'ai posée à côté de mon assiette intouchée.
Tu as passé un an à réécrire ma vie, ai-je dit calmement. Mais ce soir, l'histoire me revient. Et pour une fois, personne ne m'a contredite. Personne n'a douté. Ils sont tous restés là, la famille entière, à contempler les décombres de la toile d'Émilie et à réaliser que, pendant un an, pas un seul d'entre eux n'avait pensé à vérifier si le méchant de l'histoire ne disait pas la vérité depuis le début. Tu m'as humilié devant tout le monde. La voix d'Émilie a sauté d'une octave, éraillée, rebondissant sur les murs. Elle ne pleurait plus, elle hurlait. Tu m'as fait passer pour un monstre. Je n'ai pas bronché. Ma voix est sortie égale, presque trop calme. Tu l'as fait toute seule. J'ai juste cessé de te couvrir. Sa chaise a raclé le sol, ses yeux brillants de rage. Tu crois que tu vaux mieux que moi? Tu l'as toujours cru assise là avec ton mari parfait, ta vie parfaite. Parfaite? J'ai laissé échapper un rire sans joie. Tu t'acharnes à détruire ma vie depuis plus d'un an, Émilie. Ça te semble parfait, toi? Papa s'est interposé, les mains levées comme un arbitre qui sait que le match est déjà perdu. Ça suffit, toutes les deux. Ne faisons pas ça maintenant. Non, ai-je dit en me levant. On va le faire maintenant. L'air s'est tendu d'un cran. Tous les regards se sont tournés vers moi tandis que je respirais profondément, comme avant de plonger dans une eau glacée. J'ai passé toute ma vie à préserver la paix dans cette famille, ai-je commencé, en balayant la table du regard. J'ai laissé passer des choses, je me suis tu, je me suis raconté que vous ne pensiez pas ce que vous disiez ou faisiez. Mais le silence, ce n'est pas la paix. C'est l'abandon. Maman secouait la tête, les larmes coulant sur ses joues. Claire, s'il te plaît. Je me suis tourné vers elle. Tu l'as cru pendant un an, maman. Un an? Tu as pensé que je t'avais rayé de ma vie, et tu n'as même pas pris ton téléphone pour vérifier si j'allais bien. Pas une seule fois. Elle a sangloté plus fort, balbutiant qu'elle pensait que j'avais besoin d'espace, qu'Émilie avait dit que j'étais fragile. Justement, ai-je dit. Tu l'as cru, elle, sans me poser une seule question. Tu n'as rien remis en doute. Ce n'est pas de la confiance, ça. C'est de la facilité. Papa avait l'air démuni, partagé entre la honte et le réflexe de défendre. On s'est trompé, a-t-il dit doucement. Ne pars pas comme ça, Claire. On reste une famille. Je l'ai regardé, et j'ai senti quelque chose se détacher enfin du poids que je portais depuis l'enfance, cette danse permanente pour gagner leur approbation, cette douleur sourde d'être un figurant dans sa propre vie. Non, ai-je dit doucement, mais d'une voix d'acier. Une famille se renseigne. Une famille pose des questions. Une famille ne laisse pas une seule personne écrire le scénario pour tout le monde. Émilie a laissé échapper un rire amer. Oh, arrête de te prendre pour une héroïne. Tu adores ça. Tu adores jouer la victime. Je ne l'ai même pas regardé. Je ne suis pas la victime, ai-je dit. Je suis juste celle qui ne prétend plus que tout ça, c'est de l'amour. La pièce a explosé alors, maman suppliant, papa tournant en rond, tante se murmurant des prières. Les voix se chevauchaient, les excuses heurtaient les justifications, et les murs semblaient vibrer sous le vacarme. Mais pour moi, ce n'était plus que du bruit blanc. J'ai attrapé mon manteau. Le cintre a couiné quand je l'ai tiré. Marc s'est levé à son tour, sans un mot, sa main trouvant la mienne avec une évidence tranquille. Claire, a insisté papa, la voix brisée. Ne pars pas. Je suis déjà parti, ai-je répondu. Vous ne l'avez juste remarqué qu'aujourd'hui. Pendant un battement de cœur, personne n'a parlé. On n'entendait plus que le ronronnement du frigo et la respiration hachée d'Émilie. Puis j'ai tourné les talons vers la porte d'entrée. La maison sentait la sauce et les bougies consumées, l'odeur d'une fête qui avait tourné en quelque chose d'indéfinissable. Derrière moi, les voix se sont à nouveau élevées, panique, culpabilité, déni, mais plus rien de tout ça n'avait de prise sur moi. Dehors, l'air était froid mais pur. Une pleine lune se tenait basse au-dessus des arbres nus, projetant une lumière argentée à travers la fumée qui montait de la cheminée. Marc a serré doucement ma main. Ça va, a-t-il demandé. J'y ai réfléchi. À ces années de rivalité, de pas de côté, de vie passée sur des œufs pour préserver le bien de la famille. À toutes les fois où j'avais ravalé mes mots pour maintenir une façade. Non, ai-je dit honnêtement. Mais pour la première fois, je me sens libre. Il a hoché la tête, et ça a suffi. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Le gravier crissait sous nos pas,
un son petit mais net, le son de quelqu'un qui avance. En jetant un dernier coup d'œil, j'ai vu la maison au loin, baignée de lumière chaude. Mais elle n'avait plus l'air accueillante. Elle ressemblait à une scène après la fin de la pièce, chaise vide, assiette froide, fantôme de répliques trop souvent répétées. Pendant que nous nous éloignions, j'ai baissé la vitre. L'air glacé m'a mordu la peau, vif et réel. À l'intérieur, j'entendais encore l'écho d'une famille en train de se défaire, le bruit de mensonges à court de cachette. Mais je ne ressentais plus de colère. Juste une étrange immobilité, comme si on venait enfin d'éteindre le vacarme qui m'avait suivi toute ma vie. J'ai saisi la main de Marc, et il l'a pressée, une seule fois, fermement. Pas de grands discours, pas de promesses grandiloquentes. Juste sa présence. Derrière nous, la maison rapetissait dans le rétroviseur une boîte lumineuse pleine d'histoires et de regrets. Et pour la première fois, je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain de la confrontation, mon téléphone s'est déchaîné. Les notifications ont afflué, excuses de maman, supplications de papa, longs paragraphes hésitants d'Émilie parlant de thérapie, d'introspection et de prise de conscience de ses actes. Je les ai tous lus, un par un, en sirotant un café devenu froid sur le plan de travail. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence est une forme de réponse. Une semaine plus tard, Brian a demandé le divorce. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas savouré sa douleur. Il n'y avait aucune satisfaction à tirer de la souffrance de quelqu'un d'autre. Mais je ne me suis pas senti coupable non plus. Je m'étais simplement éloigné d'une vie bâtie sur le mensonge et la manipulation, et pour une fois, j'ai laissé les conséquences tomber où elles devaient. Les mois ont passé. Mes parents ont tenté une réconciliation sous la forme d'une cérémonie de renouveau, pour Marc et moi une sorte de remake du mariage qu'ils avaient manqué, performance de contrition camouflée en fleurs et excuses. J'ai refusé, poliment mais fermement. Ce soir-là, Marc et moi l'avons passé sur le canapé, des cartons de pizza sur la table basse, un vieux film en noir et blanc qui grésillait à l'écran. Juste nous. Juste le calme. Juste des rires qui n'appartenaient qu'à nous deux. 2 ans plus tard, Émilie est toujours absente de ma vie. Elle envoie des cartes de Noël, de longues lettres détaillant sa thérapie, ses nouvelles prises de conscience, son sens retrouvé de la responsabilité. Je les lis, les plie avec soin et les range dans un tiroir. Je ne réponds pas. Une part de moi se demande si je ne devrais pas le faire, si je n'ai pas le devoir de laisser le pont en place. Mais chaque fois que j'y pense, les images reviennent, les invitations, les mensonges, l'année entière de manipulation. Le silence me semble plus sûr, plus sain. Je vois mes parents de temps en temps, généralement pour déjeuner dans des restaurants. Notre petite conversation, météo, travail, rien de profond. On ne parle ni de mariage, ni de trahison. C'est une trêve de convenance, un compromis entre l'amour et les souvenirs. On coexiste, avec précaution. Parfois, tard le soir, je me demande si tout aurait été plus simple en ne disant rien, en faisant comme si le mariage n'avait jamais existé. Mais alors mon regard tombe sur les photos de ce jour au bord du lac, moi en robe blanche, la main de Marc dans la mienne, la lumière dorée de l'automne se reflétant sur l'eau. Je vois mes amis rire, le groupe jouer, les confettis tomber comme de la neige. Et je sais. Chaque heure de préparation, chaque petit acte de rébellion, chaque moment passé à reprendre ma vie à ceux qui essayaient de l'effacer, tout en valait la peine. J'ai cessé d'attendre leur approbation. Cessé de me plier à des attentes qui n'avaient jamais été les miennes. Pour la première fois, je vis pleinement, sans honte, pour moi. La maison, les fêtes, les manipulations, les trahisons, tout ça est derrière moi. Je ne le porte plus. Et dans cette liberté, dans les rires tranquilles avec Marc, dans la simple perfection d'une boîte de pizza et d'un vieux film, je comprends enfin ce que signifie être entière. Le passé est une photographie, mais ma vie aujourd'hui est le film en mouvement. Et pour la première fois, la caméra suit mon histoire. La mienne.